On va un tout petit peu changer de méthodologie par rapport à ce matin, c'est-à-dire qu'on va coupler cette présentation avec celle de Johnny Douvinet qui porte aussi sur les sciences participatives, sur la sensibilisation des citoyens, alors dans un autre contexte, dans un contexte de risque d'inondation, et après on gardera le temps nécessaire aux questions avant la bénéfique pause. Et du coup, désolé Johnny, je ne t'ai pas introduit. Et donc, Johnny Douvinet, qui est maître de conférence à l'Université d'Avignon et grand spécialiste de la cartographie des zones inondables, de la compréhension de l'émergence du risque d'inondation dans le nord-ouest de la France et maintenant dans le sud-est de la France. Merci Étienne. Comment je mets en grand, Étienne ? Ah, c'est là peut-être. Ouais. Non. C'est F5. Bien, bonjour à tous. Oh, c'est bon, ça devrait aller. Donc, en lien avec la présentation qui vient d'être faite par Sarah Duché, ça va m'éviter de revenir sur la définition sciences citoyennes, sciences participatives. Je vais aussi montrer quelques outils de sensibilisation, cette fois-ci face au risque inondation, qui est un risque important vu les actualités en cours, vous le savez bien, je pense, en tout cas la plupart d'entre nous. La question est également posée, c'est à savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, mais est-ce que ces outils servent à quelque chose ? Est-ce qu'ils sont réellement appropriés par les citoyens et comment est-ce qu'on peut aboutir à de réelles innovations sociales ? L'innovation sociale ici est entendue par une définition assez simple. Vous connaissez tous des innovations technologiques qui sont des outils, et je prendrai l'exemple du smartphone, vous en avez tous quasiment un, sauf peut-être exception. Ça, c'est une innovation technologique. Lorsque cette innovation technologique conduit à un changement de pratique, à un changement d'habitude, c'est ce qu'on va appeler une innovation sociale. Et aujourd'hui, on se rend compte que le smartphone a incité à un changement de pratique très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde connaît à peu près l'iPhone d'Apple qui est sorti ou qui a explosé depuis 2007. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, ou ce qu'on a oublié, c'est que le premier iPhone est sorti en 1993. Il s'appelait Simon et ça a été un vrai échec commercial. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui en France, entre 7 à 9 innovations sur 10 conduisent à des échecs commerciaux et que très rares sont justement les innovations sociales. Et je vais vous montrer quelques exemples en lien avec le risque inondation. Alors, si ça veut bien marcher, bon, je vais faire ça à l'ancienne. Alors, premier point, donc, tout d'abord, de très nombreux dispositifs existent aujourd'hui pour sensibiliser sur la question du risque inondation. Pardon, donc tout d'abord, il y a un certain nombre de documents réglementaires, notamment le DICRIM, qui est le document d'information communale sur les risques majeurs que vous avez à gauche, qui existe en France depuis 1987, qui fait suite à l'événement de Tchernobyl en 1986, et qui est censé exister sur 27 000 communes en France et qui a pour objectif de sensibiliser la population sur les risques majeurs. Depuis 1987, soit 31 ans, ces DICRIM doivent être envoyés à la population, en tout cas pour les communes qui ont réalisé ce document, et ce document doit être envoyé tous les 5 ans à chaque citoyen. Je n'ai pas le temps, mais je pense que si je fais un sondage dans la salle sur ceux qui ont reçu un DICRIM, je serai très content du faible résultat. Le deuxième document à gauche, c'est le fichier information acquéreur locataire, IAL, qui existe et qui a été mis en place depuis 2006 en France et qui a pour objectif de recenser ou de faire un état des risques à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle d'un appartement ou d'une maison. Et sachez-le, il est obligatoire pour tout vendeur ou propriétaire, et notamment lorsque vous souhaitez vendre votre bien, vous devez réaliser ou avoir ce document. La plupart des agences immobilières ont réalisé ce document. Quid du particulier qui vend sa maison à un particulier? Là aussi, 3 petits points. Ensuite, vous avez aussi un certain nombre de sites internet. Les actualités donnent aussi du sens à ces sites. Par exemple, le site Vigicru à gauche. Donc, alors c'est à l'image de Viginature, je crois, où tu l'as l'exemple. Donc à gauche, avec 3 onglets, vous avez la carte à l'échelle nationale, puis la carte à l'échelle du bassin à risque, puis à l'échelle d'un cours d'eau qui est doté d'un capteur. Donc ça, c'est un site du ministère de l'Environnement. Et sachez que le site Vigicru Flash, qui est le complément, qui porte sur les inondations rapides torrentielles, ici à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous donner en orange, ce sont les territoires qui sont couverts.
Ce site Vigicru Flash est en cours de déploiement en 2018 et il concerne tous les cours d'eau qui sont sujets à des crues torrentielles mais qui ne sont pas équipés de capteurs. La prévision, la vigilance se fera sur la base de modélisation, indépendamment donc des capteurs qui existent. Donc ces sites-là sont accessibles en temps réel et ça permet de savoir si, évidemment, ou éventuellement, vous habitez près d'un cours d'eau qui fait l'objet d'une vigilance hydrométéorologique. Ensuite, vous avez aussi un certain nombre d'observatoires qui permettent de recenser les risques naturels à différentes échelles. Le site du ministère, c'est le site Géorisque. Vous tapez le nom de votre commune ou votre rue et vous connaissez les risques qui sont existants sur votre territoire. Pour La Réunion, vous avez le site Agora, si je prends dans l'ordre. Et puis, vous avez ensuite une déclinaison à l'échelle départementale, voire régionale, pardon. Deux exemples, l'Observatoire régional des risques majeurs à l'échelle de la région PACA, l'Observatoire national des risques naturels avec les assureurs qui sont très en avance sur la connaissance des risques parce qu'il y a des intérêts financiers. Donc ça, ici, et puis à gauche, vous avez une carte avec la part de la population qui habite en zone inondable à l'échelle communale pour la région Languedoc-Roussillon. Donc là aussi, vous avez, on continue dans la liste, des outils disponibles. Si je résume, on a des observatoires, des sites internet et des documents réglementaires très nombreux et variés. Vous avez également des campagnes d'information. Deux exemples. Très souvent des affiches de communication pour solliciter, inciter la population à venir partager les expériences ou discuter du risque inondation à gauche. Et puis vous avez des campagnes qui existent maintenant de manière récurrente dans le sud-est de la France, qui ont été lancées, inaugurées par l'ancienne ministre de l'Environnement, sous l'ancien mandat politique. Et vous avez donc 8 comportements qui sont rappelés, qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire, avec parfois même des interrogations sur la consigne et le sens même qui est donné, puisque d'un côté, vous ne devez pas saturer les réseaux téléphoniques, mais d'un autre côté, vous devez appeler vos proches et vos voisins. Et si tout le monde fait ça, vous comprenez bien que là, on est dans une situation paradoxale. Si je continue, vous avez également les repères de crues qui sont aussi obligatoires suite à des événements ou à des inondations dommageables. Alors, ces repères de crues existent de manière historique. Vous avez la base de données historique sur les inondations qui existent, qui permet de recenser l'ensemble des crues, ou en tout cas, des repères de crues associés à des inondations historiques, 1856, 1870, pour les territoires qui nous concernent aujourd'hui. Ces repères de crues sont aussi obligatoires depuis une dizaine d'années et font l'objet de cartes de recensement. Je prendrai un exemple. Suite aux inondations de Cannes en 2015, qui ont entraîné 20 décès, c'est même pas une vingtaine, c'est 20 précisément. Une carte a été réalisée et vous avez 350 repères de crues qui ont été posés sur la ville de Cannes, évidemment en évitant de manière surprenante les rues principales ou à forte composante touristique. Ensuite, vous avez des jeux interactifs. Ici l'exemple, pas loin. Alors je fais attention parce qu'on est à Lyon et que je sais que le conflit avec Saint-Étienne est un peu marqué. Sur Saint-Étienne, il y a un jeu interactif qui a été développé qui s'appelle Étienne et Stéphanie, sous les traces du Furan, le Furan étant le cours d'eau canalisé sous la ville de Saint-Étienne. Et c'est un jeu interactif qui se destine à des scolaires, qui a pour objectif de sensibiliser sur justement un cours d'eau qui est canalisé, qui ne se voit plus aujourd'hui, mais qui pourtant peut entraîner des inondations. Et donc vous avez différentes feuilles, un exemple ici, vous avez un jeu sous forme de questions pour des enfants qui permettent de sensibiliser et d'initier à la culture du risque inondation. Vous avez également, j'ai bientôt terminé avec la panoplie des dispositifs, encore je pense que l'état des lieux n'est pas exhaustif du tout. Vous avez un certain nombre de films qui ont été réalisés sur le risque inondation, des pièces de théâtre qui sont parfois plutôt itinérantes, c'est-à-dire qui se déplacent de ville en ville. Vous avez aussi des maquettes 3D, Riverbed notamment pour les enfants, là encore pour les scolaires. Et puis vous avez un certain nombre de bandes dessinées. Nous aussi, nous sommes prêtés au jeu de créer une bande dessinée pour faire face au risque inondation. Si besoin, je pourrais la montrer sur Internet. On a fait une BD courte qui est censée en tout cas être lue en 5 minutes et qui permet de rappeler un certain nombre de choses, à la fois sur les consignes de sécurité, les comportements et la distinction entre la vigilance et l'alerte que l'on confond de manière régulière en France. L'alerte rouge n'existe pas, puisque l'alerte dépend du ministère de l'Intérieur. Elle se traduit, vous connaissez le signal, je pense, c'est la sirène qui sonne tous les premiers mercredis du mois, alors que la vigilance, qui est une caractérisation hydrométéorologique, c'est pas facile à dire, dépend du ministère de l'Environnement. Et donc la vigilance, elle est effectivement jaune, orange, rouge, mais l'alerte n'a pas de couleur, et l'alerte, ça traduit un signal d'alarme. Alors, depuis quelques années, et Sarah Duché l'a montré précédemment, il y a aussi un certain nombre de médias sociaux qui sont arrivés, qui sont en train de changer les pratiques, ce que je vous disais tout à l'heure.
Je vais rajouter qu'il y a à peu près aujourd'hui 34 millions de Français qui ont un smartphone, ce qui permet évidemment une forte sollicitation ou en tout cas une connexion sur les réseaux sociaux numériques. Ces réseaux sociaux numériques sont aussi des outils qui permettent de sensibiliser sur le risque inondation, qui sont plutôt utilisés d'ailleurs en période de crise ou durant un événement, avec deux exemples ici assez intéressants. À droite, un rappel des consignes de sécurité de la part de la préfecture. Ça veut dire que la plupart des services de l'État se sont aussi penchés sur la question. Est-ce que j'ai le droit de diffuser une information et qu'est-ce que je diffuse comme information? Et puis à gauche, vous avez plutôt une chose différente, c'est que ça, c'est une maison de retraite qui a été inondée durant l'ouragan Harvey aux États-Unis, à Houston. Et la photo a été faite par une infirmière qui s'est trouvée face à une situation assez incroyable. Vous êtes ici en pleine maison de retraite, il y a quasiment plus de 50 cm d'eau au bas mot, et les services de secours ne sont pas au courant de la situation, puisqu'évidemment, il n'y a plus de réseau électrique. Denis, merci, en a parlé ce matin. En cas d'inondation, on peut se retrouver sans réseau, et donc les téléphones peuvent être les seuls outils qui permettent d'informer ou d'alerter sur des situations d'urgence. Donc ces réseaux sociaux numériques sont aussi des outils d'information. Et puis dernier point, il y a également les applications smartphone. Depuis quelques années, depuis 2013, sont arrivées les premières applications sur le marché, en tout cas au départ faites par des entreprises privées. Vous avez à gauche Signalert, au milieu Vialert, et puis à droite, c'est l'application officielle du ministère de l'Intérieur. Elle s'appelle SAIP, Système d'alerte et d'information à la population. Elle a été développée par un bureau d'études, Mind Everywhere, qui travaille depuis 30 ans avec le ministère, notamment sur des questions de renseignement. Et cette application, donc, qui a été produite ou qui est sortie sur le marché 2 jours avant l'Euro de foot 2016 à Paris, permet aujourd'hui, en théorie, d'être alerté en cas d'événement naturel type inondation, avec des messages qui peuvent être envoyés par le ministère de l'Intérieur. Cette application, elle est consultative et non pas participative. Vous pouvez consulter et recevoir les alertes, mais en aucun cas, vous ne pouvez l'utiliser pour envoyer un message d'alerte. Aujourd'hui, 900 000 téléchargements sont recensés pour cette application SAIP, ce qui la place parmi les applications les plus téléchargées, en tout cas en France, sur la question des risques. Alors maintenant, c'est très bien. Je vais changer de discours. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le risque inondation, et pourtant, cela ne sert à pas grand-chose, voire rien de manière très pessimiste, mais la portée de ces différents dispositifs, elle est limitée, pour ne pas dire quasi nulle. Prenons quelques exemples d'outils que je vous ai présentés précédemment. Le DICRIM, donc le document d'information communale sur les risques majeurs, censé exister sur 27 000 communes en France, n'existe pas partout alors que la loi l'impose depuis 30 ans. Et en gros, si on fait un recensement à l'échelle nationale, il y a 12 000 documents qui ont été réalisés sur 27 000 communes. Ce qui n'est pas forcément super, ou satisfaisant en tout cas, pour un document qui est censé être obligatoire depuis 30 ans. Évidemment, il n'y a pas de sanction ni de pénalité si vous n'avez pas réalisé le document. Alors ici, un bilan a été réalisé à l'échelle départementale sur 4 départements très différents. Le Loiret à gauche, la Loire sur la deuxième petite carte, pour ceux qui connaissent le département, le Vaucluse et Loire-Atlantique, pardon. Et très rapidement, pour éviter de rentrer dans les détails, lorsque vous avez du vert, le document existe. Lorsque vous avez du rouge, le document doit être obligatoire, mais il n'existe pas. Il y a beaucoup de rouge en Loire-Atlantique, et notamment sur des communes littorales à fort caractère touristique. On revient à un point que j'évoquais tout à l'heure. Alors ensuite, les consignes de sécurité. On a beaucoup de campagnes d'information, de sensibilisation sur les comportements à adopter en cas de risque, notamment risque inondation. Ce que je vous disais tout à l'heure, les 8 comportements qui sont attendus. Et pour autant, en cas d'exercice que l'on fait avec la préfecture, on se rend compte que les comportements ne sont pas du tout appropriés, entre guillemets, si je peux utiliser le bon terme. Et surtout, on a un décalage entre du déclaratif et du réellement observé. Autrement dit, les personnes nous déclarent qu'elles iront s'informer, ce sont les petits bâtons en bleu, qu'elles vont s'informer, appeler les secours, rentrer dans un bâtiment. Les 3 premières réponses. Ça, c'est du déclaratif durant un exercice, alors que 2 minutes avant, on a posé la question inverse. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, vous avez entendu la sirène. Bon, j'ai continué mon activité, je me suis très peu informé, je ne suis pas rentré dans un bâtiment.
Autrement dit, là, on est sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a beau faire des campagnes d'information, ces campagnes ou ces consignes de sécurité ne sont pas du tout appropriées par des personnes qui se rendent même plus compte que la sirène sonne et que même si pour nous, on sait que nous sommes dans un exercice, elles ne sont pas au courant, elles vont nous déclarer l'inverse de ce qu'elles ont fait en 2 minutes. Ensuite, les applications smartphone, je vous disais, donc il y en a à peu près aujourd'hui une quinzaine qui existent en France sur les risques. Alors l'avantage, c'est qu'elles sont multirisques, donc elles intègrent différents types de risques et pas seulement les inondations, séismes, mouvements de terrain, notamment pour la partie risque naturel. Le problème, c'est que ça a été développé depuis 5 ans, 6 ans, il y a une communication qui est faite dessus. Pour autant, lorsqu'on fait des enquêtes à l'échelle territoriale ou à l'échelle locale, les applications sont très peu connues. Ici, on a très rapidement une synthèse sur 2045 questionnaires qui ont été administrés dans 14 communes différentes du sud-est de la France, donc ce qui nous permet d'avoir une certaine légitimité, ou en tout cas un certain échantillon important sur le nombre de réponses. Et on se rend compte qu'on a une faible connaissance des communications ou des applications, y compris chez les plus jeunes, alors que ça se sait, il y a un effet d'âge par rapport aux applications, et ce qui est tout à fait logique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a 2 résultats qui sont très contradictoires. À peu près, ou environ 80% des déclarants estiment nécessaire l'existence de tels moyens d'alerte. Pour autant, 4% seulement arrivent à identifier une application et en nous citant le nom. Donc autrement dit, le résultat le plus important ici, c'est que le besoin existe. Il est effectivement nécessaire, intéressant de sensibiliser via les smartphones et les applications. Mais pour autant, la population ne connaît pas l'existence de telles solutions qui existent. Et puis, parfois, ça nous amène aussi à avoir des choses surprenantes. Ici, vous avez 2 sources quand même officielles qui sont censées informer en cas d'événement hydrométéorologique. Je vous laisse regarder les 2 cartes. Ce sont des cartes officielles pour le même événement la même journée. Vous comprenez bien qu'en fonction du département où vous êtes, en fonction de la couleur qui est associée à la vigilance, on n'attend pas les mêmes comportements de votre part. Et si vous avez accès aux 2 cartes, qu'est-ce que vous faites ? À force d'avoir des vigilances orange, il y a aussi une sorte de déni ou de rejet de vigilance prochaine. Alors, j'arrive, j'espère à peu près à la moitié, voire un peu plus, mais en fonction de mon topo, aujourd'hui, on a, en tout cas, c'est un point de vue personnel, on crée beaucoup de dispositifs, ou en tout cas beaucoup de choses existent. On les remplace, on les change, on recommence. Ça fait 40 ans, si je suis sur une échelle courte. Depuis à peu près le début des années 80, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les services de l'État, ou en tout cas pour informer, sensibiliser sur le risque inondation. Mais j'aime bien l'image qui est associée, c'est comme si vous marchiez autour d'une roue et que tout est remplacé, tout est écrasé et on recommence. Personne n'a la solution, mais tout le monde est d'accord sur le résultat. Entre nous, on est d'accord. Le risque inondation, il faut en parler. Mais personne n'a la solution pour que chacun puisse s'approprier ce risque-là sans en avoir peur. On nous dit souvent qu'il ne faut pas communiquer sur le risque inondation parce que la peur existe. Je vous rappelle quand même que les campagnes de sécurité routière sont très nombreuses et qu'il y a un certain budget financier qui est alloué à ce risque-là. Alors certes, on n'a pas le même nombre de décès, mais on communique sur un risque qui est pourtant meurtrier. Et puis la deuxième chose, elle est importante pour moi, l'appropriation des dispositifs ne se décrète pas, elle se construit. Autrement dit, on a beau imposer des solutions, si c'est pour imposer ces solutions clés en main, ça ne servira à rien tant qu'il n'y a pas d'appropriation et de compréhension de l'intérêt de l'outil par la population elle-même. Donc autrement dit, après ce premier bilan, de très nombreux dispositifs existent et leur portée est limitée, il faut repartir d'un acteur important qui est minoré dans les politiques de prévention jusqu'alors, c'est le citoyen, vous et moi, qui jouissons de droits et de devoirs envers la société, et il faut comprendre ce que veut dire le risque inondation, et ne pas en avoir peur, et donc en parler, et savoir par où attaquer les choses. Alors, les travaux avec la psychologie nous ont amenés à comprendre les mécanismes de la perception. Un individu lambda ne comprend pas les mêmes choses. Vous et moi, nous ne comprenons pas les mêmes choses quand on vous parle du risque inondation. Ici, une petite caricature, mais que j'ai souvent entendue lorsque j'ai fait des retours d'expérience suite à des inondations. Des personnes nous disent qu'elles n'ont pas vu la situation, qu'elles n'ont pas compris. Non, je t'assure, il n'y a aucun risque. Et pour autant, notamment un événement majeur sur lequel on a été assez rapidement sur Draguignan en 2010,
les personnes avaient 1,50 m, 2 mètres d'eau à l'extérieur avec des vitesses de plus de 2 mètres secondes et elles n'ont rien fait. Elles ne sont pas sorties. La perception est un ensemble de différents mécanismes, de facteurs cognitifs, de facteurs perceptifs qui font appel à la fois à ce que l'on comprend de l'environnement, ce que l'on a vécu, et aussi à tout un ensemble d'affects, de sentiments, d'émotions que l'on doit gérer en très peu de temps, pour résumer de manière très abusive. J'ai pas le temps, sinon je pense que le maître du temps ne va pas être content. Alors ensuite, il faut donc repartir de l'acteur citoyen, et ça veut dire, et Sarah Duché en a parlé un peu, donc là ça m'arrange sur cette partie-là, il faut aussi co-construire. Co-construire l'inondation, ça veut dire, par exemple ici, impliquer des personnes qui sont situées en zone inondable, qui feront face à une situation, à une inondation, sauf si, évidemment, les situations n'y sont pas favorables. Et donc ici, on a fait des ateliers créatifs en demandant à des citoyens de simuler une inondation avec des petits pions bleus que vous avez au milieu des photos, et de décrire un peu la situation en 2030, donc dans un futur assez lointain, sans pour autant être trop lointain et faire de la prospective, mais ce qui permet d'avoir un détachement temporel avec la situation actuelle et d'imaginer tout un ensemble de scénarios. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a une sorte de solidarité qui apparaît, que les personnes connaissent très bien leur territoire et qu'elles sont capables d'agir sans qu'on vienne leur imposer un outil de sensibilisation ou d'information. Il faut aussi inciter à l'action sans pression. Autrement dit, ne pas faire des campagnes d'information sans cesse en attendant que les personnes comprennent le message. Il faut repartir donc du citoyen, l'engager, ça renvoie à la théorie de l'engagement qui est notamment importante, et autrement dit, donc inciter à l'action sans pression, ça veut dire qu'il faut inciter de manière bénévole, tout en ayant le sens du collectif. Je prendrai l'exemple du réseau Sentinelle que certains connaissent peut-être, puisqu'il n'est pas très loin. C'est un réseau de citoyens qui a été mis en place sur le bassin versant de Brévennes-Turdine, à l'ouest de Lyon, à 40-50 km d'ici à l'ouest. Et donc, vous avez ici une mallette avec un certain nombre d'équipements, avec un certain nombre d'échelles qui sont donc donnés à des citoyens qui veulent s'impliquer, qui sont des bénévoles, et qui, en cas d'événement, peuvent remonter des hauteurs d'eau ou directement des niveaux d'alerte qui sont déjà prédisposés sur des échelles. Autrement dit, les personnes, si elles habitent proche d'un cours d'eau, vont regarder de manière, quand elles veulent, selon la situation, elles vont regarder les échelles et à partir du moment où le seuil orange ou rouge est dépassé, elles vont appeler quelqu'un qui va appeler une autre personne, qui va appeler une autre personne. Et c'est un relais, finalement, de riverains indépendants de toute autre organisation, sollicitation. Le réseau est citoyen. Il a été construit par les citoyens sans même que les chercheurs, par exemple, viennent chercher à mettre en place ces choses. Alors les chercheurs vont voir justement cet exemple-là parce qu'il est assez emblématique, mais il n'a pas été... donc c'est vraiment citoyen et pas participatif si on revient sur les mots que Sarah Duché a présentés juste avant. Et puis un autre exemple d'initiative ou d'association, c'est l'association AND, Hackers Against Natural Disaster, qui fédère des hackers, donc des champions du piratage de l'informatique, mais comme quoi on peut les utiliser, et qui vont créer des réseaux 4G en moins de 5 minutes, c'est un peu les MacGyver de la technologie, si je me permets de les appeler comme ça, qui vont créer en moins de 5 minutes des réseaux 4G sur des territoires où il n'y a plus de réseau d'électricité. Hackers a eu un rôle important lors du passage du cyclone Irma aux Antilles, puisqu'ils avaient certains acteurs et certains bénévoles qui étaient sur place, et ils ont réussi à remettre la 4G en 10 minutes sur certains territoires, ce qui évidemment a permis un certain nombre d'actions de secours, même si la situation a été très décriée vue d'ici. Alors ensuite, il faut aussi adapter la communication à différents groupes, quitte à accepter qu'aujourd'hui, la communication, elle ne passe pas auprès de tout le monde, ça c'est sûr, mais il faut utiliser différents canaux et s'adapter à la population. Ça va, c'est en petit sur l'échelle en bas. Vous avez ici différentes classes d'âge. Et selon les classes d'âge, vous n'avez pas le même rapport à l'information, à la communication sur le risque d'inondation en particulier. On va faire une échelle assez large. Pour les plus de 45 ans, il y a un héritage qui est lié à la confiance dans les autorités, dans la mairie, sur la diffusion d'une information en cas d'inondation. Aujourd'hui, les deux bâtons à gauche, on voit que la mairie n'est plus un acteur sollicité. Mais par contre, les réseaux sociaux,
la télévision, les médias, je vais mettre médias sociaux au sens large, sont les premiers acteurs sollicités ou potentiellement intéressants. Les enquêtes que nous avons menées nous montrent aussi, nous confirment une chose effarante. La population de moins de 25 ans ne connaît plus les numéros d'urgence en France ni européens. Par contre, en 2 secondes, elle est sur un réseau social en train de prendre une photo, pour différentes raisons, et elle va partager l'information, même dans une situation d'urgence. En travaillant avec Visov, qui est une association de bénévoles, là encore, et qui est très impliquée dans la gestion de l'urgence, Visov a été créé pour suivre les messages diffusés sur les réseaux sociaux numériques, en cas d'inondation ou en cas d'événement type risque naturel de sens large. Et cette association Visov détecte des informations de personnes qui sont en situation de détresse et qui passent par les réseaux sociaux. Visov aujourd'hui a signé une convention avec quasiment tous les SDIS de France, services départementaux, incendie et secours. Alors, 3 minutes, c'est très bien, je vais faire court, mais... Donc la deuxième idée, c'est qu'il faut repartir de l'acteur citoyen pour changer les postures de tous, et ce qui nous amène donc à de vraies innovations sociales, ce que je vous disais tout à l'heure, avec des changements de posture qui sont observés au-delà même de l'innovation technologique. Alors la photo en haut à droite, elle est connue, donc je ne vais pas la commenter. Lorsqu'il y avait un événement, si divers, varié soit-il, il y a encore une dizaine d'années, tout le monde regardait, tout le monde prenait des photos, tant est que ce soit des photos. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone pour filmer et un peu moins pour prendre des photos. Intégrons les médias sociaux parce que la logique et le flux communicationnel a complètement changé et est bouleversé aujourd'hui. On n'est plus sur une logique, ce qu'on appelle top-down, de l'État en gros jusqu'à la population. Aujourd'hui, tout le monde discute avec tout le monde, avec les autorités, entre la population, et donc on n'a plus un seul sens de communication, notamment en cas de risque, inondation. Je fais vite parce que sinon, ça va disputer. Ensuite, il faut éviter les écueils du catastrophisme. Je m'adresse en grande partie à des historiens. À chaque inondation, on nous dit toujours « ça, c'est jamais vu avant, c'est jamais arrivé ». Et puis, c'est marrant, c'est quand vous faites un peu de travail d'archivage, vous vous rendez compte que l'événement a déjà eu lieu, alors peut-être avec une ampleur moindre, avec des dommages moindres, mais on oublie de replacer les événements dans le temps. Donc évitons absolument les écueils du catastrophisme et avançons tous ensemble, et ça veut dire qu'il faut changer de posture et donc arrêter d'avoir un catastrophisme journalistique, en partie, parce qu'à chaque fois c'est la même chose, c'est le changement climatique qui est responsable, déjà c'est facile de dire que c'est le réchauffement climatique qui est la faute de nos maux, c'est surtout que la société elle-même a construit, a développé, a accru même le risque, notamment inondation. Alors j'ai pas le temps, mais je passe sur les messages. Ensuite, l'autre point, soyons conscients de notre exposition. Aujourd'hui, en France, 9 millions de personnes habitent en zone inondable. 9 millions de personnes. Donc ça ne sert à rien de masquer la réalité aujourd'hui. Par contre, il faut vivre avec. Il faut apprendre à gérer l'événement. Et surtout, ne pas masquer les informations. À droite, vous avez un événement, globalement sur la diapo, c'est l'événement de la Malou-les-Bains en 2014. À droite, en jaune, si vous arrivez à voir l'enveloppe, c'est l'Atlas des zones inondables, qui est la cartographie de l'aléa naturel. À droite, vous avez le plan de prévention du risque inondation, qui est le zonage réglementaire. Le plan de prévention du risque inondation couvre à peine 50% de l'enveloppe de l'aléa naturel, ce qui est lié à des pressions diverses et variées, en partie politiques. Je vais rester soft. Autre chiffre, je rappelle, la période aussi est passée. Entre 1999 et 2008, on a autorisé à construire 100 000 nouveaux logements en France. Et on dit souvent c'est parce qu'il n'y avait pas de plan de prévention du risque inondation. Je suis désolé de vous dire que non. On a surtout construit là où il y avait des plans de prévention du risque inondation. Les départements en tête, Alpes-Maritimes, Var, Hérault, Gard, j'en passe quelques-uns exprès. Le sud-est de la France, c'est très connu. Alors, en jaune, pour faire très simple, c'est le nombre de nouveaux logements sur les départements qui sont concernés. Si je prends le premier, on a construit donc 9 000 nouveaux logements en 10 ans dans des zones inondables, identifiés dans des PPR, d'accord ?
Donc ça veut dire qu'il y a le document réglementaire, mais quand même aujourd'hui on construit dans ces zones. Donc Alpes-Maritimes, Var, Hérault, Gard, 4 départements du sud-est de la France, qui est soumis à région soumise à une forte pression anthropique, et puis le Val-de-Marne. Tiens, c'est marrant, le Val-de-Marne connaît des inondations très importantes en ce moment. Enfin, c'est marrant, excusez-moi du terme. Je me suis trompé de mot, pardon. Étienne, c'est bon? Alors, si je résume, il y a de très nombreux dispositifs qui existent pour sensibiliser aux risques, et pourtant leur portée est limitée. Il faut donc repartir de l'acteur citoyen pour changer les postures de tous. Et je rajouterai, pour accroître la sensibilisation sur le risque, il faut connaître les actions à mener. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de faire des exercices et de les démultiplier. Je rappelle qu'au Japon, ils sont tous habitués, ou en tout cas ils sont exercés à avoir un bon comportement en cas de risque sismique. Et il faut également peu réfléchir en cas de situation de crise. Ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir des comportements d'automates, sans essayer de chercher à comprendre ce qui se passe. Et donc pour ça, on revient bien sur la même chose. Il faut multiplier les exercices. Merci pour votre attention. Bien, merci Johnny pour cette présentation qui... je fais un petit clin d'œil à notre collègue Pauline Texier qui lui aurait sans doute beaucoup intéressé car elle travaille aussi sur ce côté participatif.